bienvenue dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour la première séance de cette 4e édition du cycle des académiciens en Sorbonne. Je passe la parole à Bernard Stirn. Merci, chère Marianne Thomy. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter le cycle dans quelques mots pour commencer, et ensuite pour prononcer la première conférence et avoir un échange avec vous sur le thème d'aujourd'hui. Je dois d'abord commencer par excuser monsieur le recteur Querero. Il aurait souhaité être là pour ouvrir avec nous ce cycle de conférences, mais il est retenu par une urgence dans un des établissements scolaires de Paris. Il va peut-être pouvoir nous rejoindre dans le courant de l'après-midi. En tout cas, nous comprenons tous que dans les période difficile que nous traversons et que en particulier l'éducation nationale traverse. Même si monsieur le recteur n'est pas là, je voudrais dire que ce programme est vraiment une coproduction entre l'éducation nationale, les 3 rectorats de Paris, Versailles et Créteil, dont vous relevez les uns et les autres, et l'Institut de France, et tout spécialement l'Académie des sciences morales et politiques. Comme Marianne Thomy l'a rappelé, c'est la 4e année que ce programme se déroule. C'est un partenariat, je pense, vraiment très utile et pour nous très intéressant, qui permet à des membres de l'Académie, et je vais le dire dans un instant aussi d'autres académies, de venir, comme je le fais aujourd'hui avec vous, un après-midi pour présenter un sujet qui est en lien avec vos programmes et avoir une discussion. Cela vous permet en même temps de découvrir, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous êtes dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne. Donc ça permet, je dirais, d'accompagner votre parcours scolaire. Je salue tout spécialement les professeurs qui vous accompagnent cet après-midi par un regard porté par un membre de l'Institut sur un des sujets sur lesquels vous travaillez pendant l'année et que le confrère connaît particulièrement, et d'avoir un échange aussi direct. Je voudrais, comme c'est le début du cycle, vous situer un petit peu, parce que je pense que vous ne voyez pas nécessairement tous bien, l'Institut de France et les 5 académies qui sont regroupées au sein de l'Institut de France. Vous savez sans doute, et dans ce grand amphi de la Sorbonne, c'est le meilleur lieu pour le rappeler, que la première académie a été créée à l'initiative du cardinal de Richelieu, fondateur également de la Sorbonne. En 1635, il propose au roi la création de l'Académie française, qui est la plus ancienne des 5 académies. Avant la Révolution, le mouvement académique s'est poursuivi et, je dirais, pour aller à l'essentiel, à côté de l'Académie française, sont apparus l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, et une académie au nom un petit peu plus mystérieux, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui s'occupe de l'histoire ancienne, l'histoire antique, égyptienne, grecque, romaine. Ces académies siégeaient au Louvre, auprès du roi. Elles ont eu une importante activité jusqu'à la Révolution. La Révolution a entraîné un sommeil des académies, mais à la fin de la période révolutionnaire, la Convention, donc juste avant la prise du pouvoir par Bonaparte et l'arrivée du consulat, la Convention a décidé de réveiller les académies, de leur donner peut-être un cadre aussi plus conforme à l'idéal républicain, et de les regrouper, ça c'était une nouveauté, dans un établissement commun, l'Institut de France, qui a été créé en 1795. En même temps que l'Institut de France, la Convention, c'était une excellente idée, ajoutait une 5e académie
aux 4 qui existaient précédemment en créant l'Académie des sciences morales et politiques, la 5e des académies. Au début du consulat, les académies se sont installées au palais du Quai de Conti, que vous connaissez peut-être, avec la coupole en bord de Seine. Et donc, depuis le tout début du XIXe siècle, l'Institut de France et les 5 académies qui le composent siègent dans ce palais. L'Académie des sciences morales et politiques, celle à laquelle j'appartiens moi-même, est une académie qui est très en phase avec vos programmes, puisque c'est une académie qui s'intéresse à l'ensemble des sciences humaines, la philosophie, la sociologie, l'histoire, la géographie, le droit et l'économie. Toute matière que vous pratiquez avec vos professeurs dans vos différentes classes. Et c'est ce qui a conduit mon prédécesseur comme secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Jean-Robert Pitt, qui avait été lui-même président de la Sorbonne, à créer ce cycle de conférences des académiciens en Sorbonne que je suis très heureux de poursuivre aujourd'hui. En avançant pour cette quatrième année du cycle, et en parlant avec les confrères des autres académies, nous avons eu le sentiment qu'il pourrait être intéressant d'élargir, au-delà de l'Académie des sciences morales et politiques, donc des sciences humaines, à d'autres académies. Et dès cette année, vous aurez une des conférences qui sera faite par un membre de l'Académie des sciences, un grand biologiste, qui viendra vous parler d'un sujet de sa spécialité. Et je pense que dans l'avenir, nous en parlerons avec les services du rectorat, avec l'administration de l'éducation nationale, mais il est tout à fait envisageable que, par exemple, les Beaux-Arts, au titre de l'éducation artistique, nous rejoignent. Pour ceux qui continuent à faire de l'histoire ancienne, pourquoi pas les inscriptions, et peut-être que l'Académie française pourrait venir vous parler de littérature et des grands écrivains. Nous verrons ça progressivement. En tout cas, cette année pour vous, les conférences viennent, comme les années précédentes, de l'Académie des sciences morales et politiques, et une des conférences sera assurée par un confrère de l'Académie des sciences. Mais soyez sûr que pour nous tous, c'est vraiment un bon moment, très stimulant de venir vous présenter un sujet et de pouvoir, j'espère, vous éclairer sur ce sujet et surtout en parler avec vous. Voilà ce que je voulais dire au titre de la présentation. Je vais me tourner vers Mme Tommy pour m'assurer que je n'ai rien oublié d'important. Parfait. Bon, merci. Et donc, si vous voulez, nous allons pouvoir commencer, alors le cycle vraiment, avec la conférence qui est prévue pour cet après-midi, qui est consacrée au thème Conseil constitutionnel et Conseil d'État, différences et complémentarité. Alors, je vais essayer de vous présenter quelques réflexions sur ce sujet en 35-40 minutes, quelque chose comme ça, de manière à ce que nous ayons peut-être un petit peu moins si j'y arrive, et ensuite nous aurons le temps suffisant pour échanger, pour répondre à vos questions. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Alors, il est certain que vous avez entendu, comme tous les Français, parler du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Après cette conférence, quand vous écouterez d'une oreille peut-être un peu plus attentive la radio, la télévision, vous lirez les journaux, vous regarderez sur les réseaux sociaux, vous constaterez que chaque semaine, il est question, d'une manière ou d'une autre, du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État. Si on prend les événements les plus récents, vous vous souvenez certainement qu'au moment de l'adoption de la réforme des retraites, les décisions du Conseil constitutionnel sur est-il possible d'avoir un référendum d'initiative partagée sur la question des retraites après le vote du Parlement a tenu le pays en haleine, et il y a même eu une protection
réunions du Conseil constitutionnel pendant qu'il délibérait de ces questions de manière tout à fait exceptionnelle et tout à fait forte. Ces dernières semaines, vous avez entendu parler du Conseil d'État. Il y a eu la suspension de la dissolution de l'association Soulèvement de la Terre. Il y a eu la décision sur le port de l'abaya dans les écoles. Il y a eu la semaine dernière des décisions assez remarquées sur les contrôles d'identité et sur l'obligation pour les forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes, de porter un numéro visible permettant de les identifier durant les opérations de maintien de l'ordre. Donc, et vous le verrez dans les semaines suivantes, voilà, vous continuerez à entendre parler de décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Mais ces deux institutions, qui font partie de ce que vous étudiez aussi dans vos cours, sont en général assez mal connues des Français, de vous peut-être encore, et même parfois un peu confondues. Quelle est exactement la différence? Et d'ailleurs, même des gens assez bien informés parlent parfois du Conseil constitutionnel à la place du Conseil d'État et réciproquement. Alors, l'objet de mon propos cet après-midi, c'est de vous permettre de mieux comprendre ce que sont ces deux institutions, de manière assez aussi réaliste que possible, de vous faire peut-être mieux percevoir et de vous inviter à réfléchir au rôle que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État jouent ensemble dans la définition du cadre juridique de notre pays. Alors, je crois qu'il faut partir de l'idée, du constat, que ce sont deux institutions, au premier regard, très différentes et qui ont pourtant des missions étroitement complémentaires. Des institutions différentes qui font, je ne dirais pas la même chose, mais qui contribuent tout de même à des missions largement communes, cela pourrait créer beaucoup de désordre. Si l'une et l'autre prenaient des positions divergentes, voire opposées, nous aurions une sorte d'éclatement de notre système juridique. Fort heureusement, malgré leurs différences, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont pris l'habitude de s'écouter très attentivement et d'intervenir de manière parfaitement cohérente. La cohérence de leurs interventions contribue à la fois à la stabilité du cadre juridique général et à la garantie des droits et libertés de tous les citoyens. Et c'est autour de ces points que je voudrais maintenant aller un petit peu plus loin. Deux institutions différentes, aux missions complémentaires, qui ont établi entre elles des liens propres à assurer la stabilité du cadre juridique et à renforcer la garantie des droits et des libertés. Alors, tout d'abord, les différences. Les différences, au premier regard, elles sont considérables. Elles tiennent à la fois à l'histoire et aux missions des deux institutions. La plus grande différence est historique. Le Conseil d'État est une institution très ancienne dans notre pays. C'est une des plus anciennes de nos institutions publiques. Le Conseil constitutionnel est une institution récente. Le 4 octobre dernier, nous fêtions le 65e anniversaire de la Constitution. C'était aussi le 65e anniversaire du Conseil constitutionnel. Par rapport à l'histoire pluriséculaire du Conseil d'État, il y a là une différence tout à fait considérable. Alors, quelques mots sur ces aspects historiques. Le Conseil d'État est indissociable de l'histoire politique et administrative de la France. Il n'est pas possible de situer exactement sa date de naissance. Disons qu'il a accompagné toute l'histoire de France à partir du moment où la monarchie
s'est vraiment organisée comme une monarchie administrative. Et le règne sans doute charnière à cet égard est celui de Philippe le Bel, fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Philippe le Bel règne de 1285 à 1314. Et il est intéressant de noter que c'est à cette époque lointaine, presque 800 ans, que apparaissent auprès du roi des conseillers d'État et des maîtres des requêtes. Dès le temps de Philippe le Bel, le roi a dans ses collaborateurs des personnes qui ont ces titres, qui existent toujours dans le Conseil d'État d'aujourd'hui, de maîtres des requêtes et de conseillers d'État. L'institution se renforce au fur et à mesure de l'évolution de la monarchie. Vous avez sans doute, au moins certains d'entre vous, visité le château de Versailles. À Versailles, on visite la salle du Conseil d'État du roi, qui était devenu un rouage essentiel du gouvernement sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, jusqu'à la Révolution. Et ce qui est tout à fait étonnant par certains côtés, cette institution née sous la monarchie va être confortée par la Révolution, consacrée par l'Empire et va être ensuite maintenue par tous les régimes, et notamment les régimes républicains. Le Conseil d'État a traversé la totalité des constitutions. C'est la constitution du consulat en l'an 8 qui lui donne sa forme moderne, contemporaine, en disant un Conseil d'État est chargé de rédiger les projets de loi et de règlements d'administration publique et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. Bonaparte va beaucoup s'appuyer sur le Conseil d'État pour son gouvernement, et notamment sa grande législation qui va consolider l'acquis révolutionnaire, en particulier l'adoption en 1804 du Code civil. Il va en même temps respecter l'indépendance du Conseil d'État, et n'est pas le temps de parcourir toutes les étapes de l'histoire de France, mais disons que après la constitution de l'an 8, la vingtaine de constitutions qu'a connue la France, toutes ont mentionné le Conseil d'État. Le Conseil d'État a été présent sous la Restauration, sous la monarchie de Juillet, sous la Seconde République, sous le Second Empire, sous la Troisième République et depuis. Et dans cette permanence constitutionnelle, il a toujours eu, ce qui est sa caractéristique d'origine, une double mission de conseil et de juge. Il est à la fois, et c'est une originalité, un conseil et un juge. Il conseille à l'origine le roi, aujourd'hui le gouvernement de la République, sur l'administration et notamment la préparation des projets de loi. Et il est, on le verra plus en détail dans un instant, la Cour administrative suprême, la juridiction suprême de l'ordre administratif. Alors, par rapport à cette longue histoire, le Conseil constitutionnel paraît étrangement récent. L'idée d'une cour constitutionnelle était tout à fait étrangère à notre esprit français et d'ailleurs à l'esprit européen. En Europe, il faut attendre les lendemains de la Seconde Guerre mondiale pour voir apparaître dans beaucoup de pays des cours constitutionnelles. La tradition européenne n'était pas du tout en ce sens, et par là, elle se distinguait de la tradition américaine. Les États-Unis, dès la Constitution de 1787, ont une Cour suprême qui affirme son autorité de juge constitutionnel et notamment de juge de la loi. La Cour suprême des États-Unis, depuis un arrêt fondateur de 1803, vérifie la conformité des lois américaines à la Constitution des États-Unis. Rien de tel en Europe avant les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Et en France, il faut attendre 1958 pour que la Constitution crée le Conseil constitutionnel, mais avec une très grande prudence. Les constituants n'imaginaient pas ce qu'allait devenir le Conseil constitutionnel. Son histoire, en vérité, ne commence à peine en 1958. Certes, il est créé en 1958, mais avec des attributions qui paraissent extrêmement réduites, et ces attributions vont progressivement s'élargir.
D'abord par sa jurisprudence, et c'est une décision de 1971, du 16 juillet 1971, qui marque un tournant. Pour la première fois, le Conseil constitutionnel décide en 1971 de vérifier la conformité d'une loi aux principes énoncés par la Constitution. C'est une mission qui n'était pas imaginée en 1958 et il s'en empare par une décision du 16 juillet 1971. Vous pouvez observer que le général de Gaulle n'était plus président de la République, n'était même plus de ce monde, il est décédé en 1970, comme vous le savez, et en 1971, le Conseil constitutionnel fait cette avancée jurisprudentielle. Et le pouvoir constituant va modifier à 2 reprises la Constitution pour accompagner ce mouvement, loin de le contrarier, au contraire pour le consacrer. En 1974, au début de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, la saisine du Conseil constitutionnel, qui jusque-là était extrêmement étroite, est ouverte à 60 députés ou 60 sénateurs, permettant à des députés d'opposition de contester les lois qui viennent d'être votées. Et en 2008, pendant la présidence de Nicolas Sarkozy, est créée la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC, qui là a rapproché le Conseil constitutionnel des citoyens en permettant à tout un chacun de soulever, à l'occasion d'un procès, une question prioritaire de constitutionnalité interrogeant sur la conformité d'une loi en vigueur à la Constitution. Et le plein exercice par le Conseil constitutionnel de ce rôle de co-constitutionnel, il date vraiment de ces événements successifs, son avancée jurisprudentielle en 1971, l'élargissement de sa saisine à 60 députés ou 60 sénateurs en 1974, l'instauration en 2008 de la question prioritaire de constitutionnalité. Donc vous voyez que là, on est quand même très loin de Philippe le Bel et que l'histoire sépare beaucoup les 2 institutions. Mais elles sont aussi très différentes. Quant à leur organisation et les missions qui leur sont confiées. Le Conseil d'État est un corps de fonctionnaires. Les membres du Conseil d'État sont des fonctionnaires recrutés au départ par concours, comme tous les fonctionnaires, et ils accomplissent leur carrière au Conseil d'État avec des périodes d'activité à l'extérieur. C'est une institution relativement nombreuse. Le Conseil d'État compte environ 300 membres, des plus jeunes aux plus anciens, environ 300, dont un tiers est en activité dans d'autres administrations, et donc sur place, au Palais Royal, travaillent 200 membres du Conseil d'État. Mais c'est déjà une institution administrative importante où se déroulent des carrières de fonctionnaires. Le Conseil constitutionnel, 9 personnes, 9 membres, nommés 3 par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat, auxquels s'ajoutent les anciens présidents de la République qui sont membres de droit, même si aujourd'hui, aucun ancien président de la République ne siège effectivement au Conseil constitutionnel, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande ne participent aux travaux du Conseil constitutionnel. Ils en ont décidé ainsi. Et le dernier président qui a effectivement travaillé au Conseil constitutionnel, c'était jusqu'à son décès, Valéry Giscard d'Estaing, qui lui a participé aux travaux du Conseil constitutionnel. Mais vous voyez, 200 membres du Conseil d'État en activité d'un côté, 9 membres du Conseil constitutionnel, et qui ne sont pas du tout des fonctionnaires, qui sont nommés pour un mandat de 9 ans, un mandat assez long, mais un mandat unique de 9 ans, tandis que les membres du Conseil d'État, moi je suis entré au Conseil d'État, je n'avais pas 24 ans, et j'en suis parti quand j'ai atteint la limite de l'âge à 68 ans. Je fais toute ma carrière au Conseil d'État, comme mes collègues, mais c'est très différent du Conseil constitutionnel. Et la situation de l'un et de l'autre dans la vie publique est également très différente. Le Conseil d'État, pour ça qu'il faut 200 personnes, a une activité très considérable. Il donne au gouvernement plus de 1000 avis chaque année. Comme Cour administrative suprême, il tranche plus de 10 000 affaires. Et il est la juridiction suprême d'un ordre de juridiction qui comprend en premier ressort des tribunaux administratifs, 42 tribunaux administratifs en métropole et outre-mer,
et une juridiction d'appel, les cours administratifs d'appel, 9 cours administratifs d'appel. Il est la juridiction suprême de cet ordre de juridiction, 9 cours d'appel, 42 tribunaux administratifs et un volume d'activité qui est très très considérable. Le Conseil constitutionnel, ils arrivent à faire face à 9, a beaucoup moins d'affaires, même si le volume d'affaires a beaucoup augmenté depuis la QPC. La QPC a vraiment marqué un tournant. Avant la QPC, le Conseil constitutionnel était saisi de quelques dizaines d'affaires par an. Je vous ai dit, le Conseil d'État, plus de 1000 avis et de 10 000 décisions de justice. Le Conseil constitutionnel, ça se comptait en quelques dizaines. Depuis la QPC, c'est un peu plus de 150. Mais vous voyez, tout de même un ordre de grandeur qui n'a rien à voir avec la masse de travail qui est celle du Conseil d'État. Donc, des attributions et une place dans la vie publique qui sont très différentes, néanmoins des missions qui se recoupent sur plusieurs points et sur trois séries de grandes questions au moins. D'abord, le Conseil d'État comme le Conseil constitutionnel ont des attributions de juge des élections. Quand il y a des élections, il peut y avoir des contestations, et ces contestations doivent trouver un juge. Le Conseil d'État est le juge d'appel des élections des conseils municipaux et des conseils départementaux, ces élections locales, conseil municipal, conseil départemental, sont jugées d'abord par un tribunal administratif et en appel par le Conseil d'État. Et le Conseil d'État est juge de premier ressort directement des élections régionales et des élections européennes. Nous aurons des élections européennes l'an prochain. Le juge de la régularité de ces élections, c'est le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel, lui, est le juge de la régularité de l'élection des parlementaires, des députés, des sénateurs, de l'élection présidentielle et de la régularité des référendums. Et vous voyez que les scrutins, selon leur nature, les scrutins politiques nationaux, députés, sénateurs, président de la République, référendum, c'est le Conseil constitutionnel. Les élections plus locales, plus administratives, les conseils municipaux, les conseils départementaux, les conseils régionaux et le Parlement européen, c'est le Conseil d'État. Mais tout de même, des missions qui, là, sont très voisines. Et heureusement qu'ils ont la même manière de juger, parce qu'il y a un seul droit électoral. Et quand on vote pour un conseil municipal ou pour l'élection d'un député, on vote de la même manière. On va dans son isoloir, on met le bulletin dans l'urne, c'est les mêmes règles. Et il est très important que les juges n'aient pas des conceptions différentes des scrutins. Deuxième mission qui les rapproche beaucoup, ceux d'entre vous qui ont déjà un petit peu avancé dans le droit savent que la Constitution de 1958 a séparé un domaine de la loi, domaine qui est réservé à la loi, au législateur, et un domaine dit domaine réglementaire, dans lequel le gouvernement et l'administration prennent des décisions. La frontière entre ces deux domaines, quand est-ce qu'il faut une loi, quand est-ce que le gouvernement peut agir tout seul par un décret, la frontière, elle est tracée conjointement par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État donne des avis sur les projets de loi, et là il va vérifier que les lois sont bien dans leur domaine. Il donne des avis sur les actes réglementaires les plus importants, il vérifie qu'ils n'en sortent pas, et le Conseil d'État est juge de la conformité au droit, et notamment à la Constitution, des actes réglementaires. Et il annulerait un décret qui sortirait du domaine réglementaire pour empiéter sur le domaine de la loi. Le Conseil constitutionnel, lui, il est juge de la loi. Et il va vérifier si la loi est bien dans son champ. Et vous voyez que sur ce sujet, qui est un petit peu technique, sur ce sujet, domaine de la loi, domaine du règlement, les deux institutions interviennent également tout à fait de concert. Et puis il y a un troisième point qui est le plus important, où ils ont des interventions très parallèles, c'est la vérification du respect des grands principes
tracés par la Constitution. Notre Constitution, elle organise les pouvoirs publics, leur fonctionnement, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, mais elle fait plus que ça. Elle énonce un certain nombre de principes supérieurs et elle est d'une grande richesse dans ce domaine, puisqu'elle fait à la fois une incorporation du passé et des constructions nouvelles. Du passé, elle a repris la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration des droits de l'homme qui fait partie aujourd'hui du préambule de la Constitution. Tous les principes de la Déclaration de 1789 sont des principes de valeur constitutionnelle. La Constitution se réfère, la formule est un peu mystérieuse, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et elle donne à ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République une autorité constitutionnelle, supérieure à celle des lois. La décision de 1971, décision fondatrice du Conseil constitutionnel, portait justement sur ce sujet. Est-ce qu'une loi sur la liberté d'association méconnaissait le principe fondamental de liberté d'association reconnu par la grande loi républicaine du 1er juillet 1901. Donc là aussi, tout un droit républicain qui est incorporé au niveau constitutionnel. La Constitution de 1958 se réfère également au préambule de la Constitution de 1946. Et en 1946, au lendemain de la Libération, dans l'esprit du Conseil national de la Résistance, le préambule de la Constitution de la 4e République a affirmé des droits économiques et sociaux beaucoup plus novateurs, l'égalité des hommes et des femmes, le droit d'asile, le droit de grève, le droit syndical, qui sont aujourd'hui des droits de valeur constitutionnelle. Et puis la Constitution progresse, sous la présidence de Jacques Chirac, en 2005, a été ajoutée au préambule la Charte de l'environnement, avec notamment le principe de précaution, mais des principes visant à garantir la qualité de l'environnement, qui sont devenus des principes constitutionnels. Eh bien, tous ces principes, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, chacun dans leur domaine, le Conseil d'État dans les avis qu'il rend sur les projets de loi, sur les projets de textes réglementaires, dans le contrôle qu'il exerce comme juge sur les décisions du gouvernement et de l'administration, le Conseil constitutionnel dans le contrôle des lois, l'un comme l'autre veille à ce que ces principes constitutionnels soient effectivement respectés, effectivement appliqués. Et c'est pourquoi il est très heureux qu'ils aient su bâtir entre eux, dès l'origine, une écoute attentive et réciproque. Je ne sais pas si elle a été facilitée par le fait que les deux institutions sont voisines. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel siègent côte à côte au Palais Royal. Mais indépendamment de cette proximité géographique, il y a une très attentive écoute de l'un par l'autre qui permet, c'est le second point sur lequel je voudrais maintenant dire quelques mots, de vous expliquer rapidement en quoi leur jurisprudence conjuguée et heureusement cohérente, à la fois précise le cadre juridique dans lequel nous vivons et contribue à une meilleure garantie des droits et des libertés. Alors, premier point, la définition du cadre juridique. Alors là aussi, bien sûr, on pourrait faire des cours très longs sur ce sujet. Je vais me borner à 3 observations qui me paraissent les observations principales et qui sont d'ailleurs aujourd'hui présentes non seulement dans le débat juridique, mais aussi dans le débat politique. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont ensemble, de manière très concordante, très cohérente. Je suis heureux de saluer l'arrivée de Monsieur le Recteur. Je vous ai excusé, Monsieur le Recteur, pour des raisons que tout le monde comprend bien en début de séance. Je suis très heureux et je pense que tous nos amis sont lycéens et leurs professeurs sont très heureux de vous voir arriver. Vous, à la fin de la conférence, bien sûr, vous pourrez vous adresser à tout le monde. Merci beaucoup, en tout cas, de nous rejoindre. Alors, sur ce point du cadre juridique, 3 observations qui me paraissent les points principaux et dont vous retrouvez beaucoup d'écho dans les débats politiques d'aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État
ont ensemble affirmé trois grands principes qui permettent d'ordonner notre univers juridique. Ces principes, ce sont la suprématie de la Constitution, les particularités du droit européen et la supériorité des traités sur les lois. Et je voudrais en quelques mots revenir sur chacun de ces points. Primauté de la Constitution, particularité du droit européen et supériorité des traités sur les lois. Suprématie de la Constitution d'abord. La Constitution est la norme suprême. La Constitution est la norme suprême. Tout l'univers juridique est subordonné à la Constitution. Et l'introduction en 2008 de la question prioritaire de constitutionnalité s'inscrivait dans cette perspective de vraiment donner effectivement le caractère de norme suprême à la Constitution, de permettre à tous les citoyens, devant tous les tribunaux, de venir contester la conformité d'une loi à la Constitution, parce que la Constitution est la norme suprême. Il n'y a pas de norme supérieure à la Constitution, il n'y a pas de supra-constitutionnalité, et l'ensemble de la Constitution, les articles qui régissent l'organisation des pouvoirs publics, comme les grands principes que je viens d'évoquer, sont des normes de valeur constitutionnelle. Parfois, il faut les combiner, car ces principes peuvent paraître contradictoires et demandent des conciliations. Il faut combiner, par exemple, le droit de grève avec la continuité des services publics, qui est un principe de valeur constitutionnelle. Il faut combiner le droit de propriété, garanti par la Déclaration des droits de l'homme, avec la possibilité pour le législateur de décider des nationalisations. Il faut combiner la garantie de l'ordre public, qui est une exigence de niveau constitutionnel, avec les droits et libertés des citoyens. Donc vous voyez que très souvent, il faut concilier des principes qui pourraient paraître contradictoires, mais tous ces principes ont la même valeur constitutionnelle. La Constitution est la norme suprême. Deuxième grand point, deuxième grand principe de notre ordre juridique, le droit européen. Le droit européen s'est affirmé avec des particularités qui sont aujourd'hui des particularités de niveau constitutionnel, puisque en 1992, à l'occasion de la ratification du traité de Maastricht, l'Europe a fait son entrée dans la Constitution. En 1958, la Constitution ne parlait pas de l'Europe. Le mot Europe ne figurait pas. En 1992, une révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité de Maastricht a introduit l'Europe dans la Constitution, et en particulier un article que je voulais vous citer, car il est très important et je crois très bien rédigé et très exact, qui dit ceci: « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences. » Eh bien, sur ce terrain, qui est l'article 88.1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont bâti une jurisprudence qui reconnaît les particularités du droit européen, qui s'appuie sur la Constitution et qui a une force à l'égard de l'ensemble des autres normes. Le droit européen qui doit se concilier aussi avec la suprématie de la Constitution, et là on pourrait en parler évidemment très, très longuement, mais juste quelques mots. La jurisprudence combinée du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État a réussi à articuler ce qui pourrait être une sorte de quadrature du cercle, la suprématie de la Constitution et la primauté du droit européen, en affirmant qu'il y a une supériorité du droit européen dans toute la mesure où il ne vient pas toucher
à l'identité constitutionnelle de la France. La France a une identité constitutionnelle qui là est absolument irréductible, mais dans toute la mesure où le droit européen ne met pas en question l'identité constitutionnelle de la France, le droit européen doit pleinement s'appliquer. Et troisième point, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont donné toute sa portée à un article de la Constitution, l'article 55 de la Constitution, qui affirme la supériorité des traités internationaux, du droit international sur la loi. Et vous voyez se dessiner la hiérarchie des normes, la Constitution, le droit européen, les traités, la loi. Les traités internationaux sont subordonnés à la Constitution, mais sont supérieurs à la loi, et les jurisprudences combinées du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État assurent l'effectivité de cette supériorité des traités sur les lois. Un dernier mot sur ce cadre juridique pour dire que ces principes, primauté de la Constitution, particularité du droit européen, supériorité des traités sur les lois, sont des principes aujourd'hui très largement partagés en Europe, bien sûr quelques nuances, mais tout de même pour l'essentiel, les pays européens, y compris le Royaume-Uni, ont des principes très comparables. Et le droit que, par leur jurisprudence combinée, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont construit ensemble pour notre pays, est aussi un droit qui s'insère dans l'espace européen où les différents pays, Allemagne, Italie, Espagne, en particulier Belgique, et avec quelques nuances Royaume-Uni, ont également des conceptions très voisines. Alors mon dernier point sera pour souligner que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État sont ensemble des garants des libertés. Bien sûr, pas les seuls garants. Le garant des libertés, c'est aussi beaucoup l'autorité judiciaire, le juge judiciaire, dont je ne parle pas aujourd'hui, sur lequel il serait utile d'avoir d'autres conférences, en particulier le juge pénal qui seul peut condamner à des peines privatives de liberté, à des peines d'emprisonnement. Le juge judiciaire, sous l'autorité de la Cour de cassation, a un rôle éminent dans la protection des droits et libertés. Mais le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel jouent un rôle complémentaire très important, parce que ce sont eux qui s'adressent aux autorités publiques, au Parlement, au gouvernement, et qui vont imposer aux autorités politiques, législatives et exécutives, un cadre juridique parfaitement garant des droits et libertés. Et de ce point de vue-là, je voudrais là aussi peut-être souligner rapidement pour terminer 3 points. En commun, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont donné une très grande portée au principe de proportionnalité. Toute restriction des libertés doit être proportionnée aux circonstances. Et l'un et l'autre ont pleinement utilisé les 2 instruments nouveaux dont ils ont été dotés, l'AQPC pour le Conseil constitutionnel, le référé liberté pour le Conseil d'État, et par là, ils ont contribué à renforcer la garantie des droits et libertés. Alors, tout d'abord, le principe de proportionnalité. C'est un principe ancien en droit public français, qui a d'ailleurs été assez largement importé du droit allemand. Ce sont les Allemands qui ont vraiment inventé même les mots principe de proportionnalité, mais en France, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, on faisait de la proportionnalité sans le dire. Aujourd'hui, la proportionnalité est vraiment la clé de l'équilibre entre les contraintes qu'il est nécessaire d'imposer à tout un chacun. Pour surmonter la crise sanitaire, il faut se confiner. Il est souhaitable de se vacciner. Ce sont des contraintes. Sont-elles proportionnées aux exigences de la crise sanitaire? Pour lutter contre le terrorisme, il faut doter les services de renseignement de moyens supplémentaires. Il faut prévoir des mesures de contrainte. Si elles sont nécessaires pour éviter les attentats terroristes,
elles sont proportionnées. Mais dans chaque cas, il va y avoir une interrogation sur la proportionnalité de la loi, quand c'est la loi qui intervient, des mesures prises par le gouvernement, quand ce sont des décisions de l'exécutif. Et le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État, ont vraiment fait de cette question de proportionnalité la clé de leur contrôle, du contrôle de la loi comme du contrôle des actes de gouvernement. Et ils ont même, employant exactement les mêmes mots, leur montrant par là la profonde cohérence de leur jurisprudence, expliciter ce que veut dire la proportionnalité. Ils nous disent qu'il y a un triple test de proportionnalité. Pour satisfaire à l'exigence de proportionnalité, une mesure contraignante doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Nécessaire, adapté et proportionné, ce sont les trois adjectifs que l'on trouve dans quantité de décisions aujourd'hui du Conseil constitutionnel comme du Conseil d'État. Et c'est au travers de ce tamis, de ce triple test de proportionnalité, que sont examinées toutes les mesures contraignantes qui sont au fond légalement acceptables si elles sont véritablement nécessaires. Et la proportionnalité conduit à vérifier que ces mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif qui est lui-même un objectif se rattachant aux principes constitutionnels. Et enfin, pour terminer, les deux outils nouveaux. Dont vous entendez beaucoup parler, le référé liberté et la question prioritaire de constitutionnalité. Le référé liberté, c'est une procédure qui a été créée par la loi en 2000, une loi du 30 juin 2000, qui, voulant renforcer les possibilités d'intervention du juge administratif, et en dernier ressort du Conseil d'État, pour garantir les libertés, a créé le référé liberté, qui est un instrument assez extraordinaire, on le voit maintenant après 23 ans de pratique, puisque le juge du référé liberté peut, nous dit la loi, ordonner toute mesure utile à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ce juge est un juge unique qui se prononce dans un délai de 48 heures. Donc une procédure extrêmement rapide qui permet en 48 heures d'avoir une décision du juge du référé liberté sur quantité de sujets parfois très brûlants. Alors ce qui est intéressant d'observer, et ça je crois que c'est une vérité du droit en général, c'est un peu comme Pinocchio, les créatures échappent à leur créateur. Je vous l'ai dit pour le Conseil constitutionnel, la Constitution de 58 n'imaginait pas mettre en place une cour constitutionnelle. Et c'est l'histoire, par la suite, qui a vraiment transformé le Conseil constitutionnel en cour constitutionnelle. En 2000, le législateur pensait principalement au contrôle de mesures parfois inquiétantes ou critiquables prises par les autorités locales, les maires qui pourraient trop serrer la vis dans la commune et voulaient donc très rapidement il y a une possibilité d'intervention du juge administratif. Le référé liberté, il a pris une autre dimension, qui très honnêtement, j'ai participé comme beaucoup de collègues aux travaux de mise en place de cette procédure. J'ai été ensuite juge des référés moi-même. On a vu les évolutions. On n'anticipait pas au début que des grands débats nationaux allaient très vite être devant le juge des référés du Conseil d'État. Et vous avez entendu parler, vous avez suivi des questions comme la fin de vie de Vincent Lambert, l'interdiction des spectacles de Dieudonné, le port du burkini sur les plages, et plus récemment les affaires de l'abaya et du camis recteur dans les établissements scolaires. Eh bien, sur ces questions-là, très vite, les projecteurs ont été braqués sur le juge des référés, appelé à dire si Dieudonné pouvait faire son spectacle, si on peut porter ou non l'abaya à l'école. Et pendant les périodes d'état d'urgence, l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme de 2015 à 2017,
l'état d'urgence sanitaire de 2020 à 2022, il y a eu une avalanche de recours devant le juge des référés pour vérifier si en matière de terrorisme, une assignation à résidence de quelqu'un qui paraissait proche de la mouvance terroriste était justifiée ou non. Et alors là, vous l'avez sans doute vécu, de 2020 à 2022, le juge des référés du Conseil d'État, notamment au moment du premier confinement, c'était vraiment le dernier forum de liberté qui existait dans le pays, parce que les mesures de confinement et tout ce qui les accompagnait, les restrictions de circulation, etc., ont été contestées devant le juge des référés, qui a rendu très vite, malgré le confinement, des décisions importantes en la matière. Donc le référé liberté, c'est devenu un outil grand public. Je pense que vous avez tous entendu parler du référé liberté, et ça a d'ailleurs donné à la juridiction administrative une visibilité qu'elle n'avait pas forcément dans le passé. Et le dernier grand succès sur lequel je terminerai, c'est celui de la question prioritaire de constitutionnalité. Là, le pouvoir constituant, en 2008, était conscient d'accomplir une réforme importante en ouvrant l'accès au Conseil constitutionnel aux citoyens, en permettant à vous et moi d'avoir accès au Conseil constitutionnel et donc de contester les lois. Mais le succès de la procédure est allé probablement au-delà des attentes même les plus optimistes. En nombre d'affaires, 75 à 80 décisions chaque année sont rendues par le Conseil constitutionnel en matière de QPC. Et on voit que l'intérêt ne se dément pas. On pouvait penser au début que peut-être il y aurait un effet de rattrapage des lois qui n'avaient pas été contestées, qui posaient des problèmes très sérieux, allaient devoir être revues après une QPC. Et puis peut-être qu'après, ça se calmerait. En fait, pas vraiment. Alors, il y a eu au début des décisions emblématiques. La plus emblématique, sans doute, ça a été la réforme de la garde à vue. Nous avions une législation pénale qui était incroyablement archaïque en matière de garde à vue, et notamment, on voit ça dans les séries policières, avant 2010, la personne en garde à vue n'avait pas accès à son avocat, ne pouvait pas être conseillée par un avocat. Ça, ce n'était pas admissible au regard aujourd'hui des droits fondamentaux qui sont garantis par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État. Et le Conseil constitutionnel, c'est une des premières décisions QPC à abroger les dispositions du Code pénal en matière de garde à vue et conduit le législateur à instaurer une nouvelle procédure de garde à vue beaucoup plus conforme aux droits fondamentaux. Mais la QPC continue d'alimenter très régulièrement le Conseil constitutionnel de questions importantes et délicates sur lesquelles, chaque année, il appelle le législateur à revoir certaines dispositions qui posent des problèmes au regard des droits et libertés garantis par la Constitution. Et là aussi, pendant l'état d'urgence, et singulièrement pendant l'état d'urgence sanitaire, le Conseil constitutionnel a été saisi à plusieurs reprises et a pu expliciter, au nom du principe de proportionnalité, jusqu'où il était possible d'aller et à partir de quel moment des restrictions paraissaient excessives. Voilà, j'espère que Marianne Thomy ne va pas me gronder pour avoir peut-être un peu dépassé mon temps de parole, mais j'ai essayé de vous tracer ce petit panorama des actions communes du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Je vais maintenant être très heureux de répondre à vos questions. À moins, monsieur le recteur, que vous souhaitiez dire quelques mots maintenant ? Après les questions ? Après les questions. Très bien. Donc, c'est à vous maintenant. Vous avez la parole pour toute question sur les sujets que j'ai abordés, éventuellement sur des sujets que je n'ai pas abordés. Ne vous auto-censurez pas. Toutes les questions sont des bonnes questions. Les seules mauvaises questions, c'est celles qu'on garde pour soi. Donc, toutes celles que vous exprimerez, peut-être vous avez déjà préparé avec vos professeurs. Merci vraiment pour ce qui est à la fois un cours magistral, extrêmement concis, extrêmement précis, extrêmement accessible et passionnant. Donc, deux micros circulent. Ayez la gentillesse peut-être de dire juste, parce qu'on n'a pas l'occasion de faire vraiment connaissance personnellement, de quel lycée vous venez et de poser votre question.
Bonjour, je m'appelle Isa et ma question c'est quoi Lycée de, l'AQPC? pardon, votre lycée? Lycée Blanqui. C'est quoi l'AQPC? J'ai pas bien compris. Alors, l'AQPC, donc c'est la question prioritaire de constitutionnalité. J'y reviens un instant parce que je peux comprendre que, effectivement, la formule, même si on la trouve beaucoup dans la presse, etc., pose question. Pour bien comprendre, avant 2008, avant la révision constitutionnelle qui a introduit l'AQPC, les lois ne pouvaient être déférées au Conseil constitutionnel que juste après leur adoption par le Parlement et avant leur publication au journal officiel. Une fois que la loi avait été publiée au journal officiel, elle s'imposait et on ne pouvait plus contester la conformité de la loi à la Constitution. La révision de 2008 a introduit la question prioritaire de constitutionnalité qui permet à toute personne, à l'occasion d'un procès, à l'occasion d'un litige en cours devant un tribunal, litige pendant lequel on va faire application d'une loi, de soutenir que cette loi est contraire à un principe constitutionnel. Et donc de dire à la juridiction, qui peut être le juge pénal, qui peut être le juge administratif, peut être n'importe quelle juridiction, de dire « je vous demande de ne pas appliquer cette loi, parce que moi, je soutiens que cette loi, bien que ayant été publiée au journal officiel, est contraire à un principe constitutionnel. » Alors, pour tout de même canaliser le mouvement, le juge apprécie si la question est sérieuse, que ça pourrait être uniquement pour retarder le jugement ou n'avoir vraiment aucune crédibilité. La juridiction apprécie le caractère sérieux de la question. Si la question lui apparaît suffisamment sérieuse, disons raisonnablement posée, pouvant appeler un débat, la juridiction la renvoie à sa Cour suprême, le Conseil d'État s'il s'agit d'une juridiction administrative, la Cour de cassation s'il s'agit d'une juridiction relevant de la Cour de cassation, et c'est le Conseil d'État ou la Cour de cassation qui décide, après un examen plus approfondi de la question, de son caractère véritablement sérieux et de sa transmission au Conseil constitutionnel. Donc vous voyez, c'est la possibilité pour tous les citoyens, quand même sans frapper tout à fait directement à la porte du Conseil constitutionnel. D'abord, ça ne peut être qu'à l'occasion d'un litige devant une juridiction, et ensuite, il faut que la juridiction saisie de ce litige estime la question suffisamment sérieuse pour la renvoyer au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, et ce sont les deux cours suprêmes, chacune dans son domaine, qui décident et qui renvoient chacun à peu près une quarantaine de décisions de dispositions législatives chaque année au Conseil constitutionnel. Voilà. D'accord, merci. Voilà, ouais, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs par questions. Ici, voilà. Derrière la jeune fille. Ah oui, allez-y. Allez-y, vous avez un micro, et puis on reviendra après à celles qui ont levé la main. Allez-y, comme vous avez un micro. Bonjour, j'aurais aimé savoir la différence entre la Cour suprême américaine et le Conseil d'État et constitutionnel dont vous avez parlé. Pardon, je n'ai pas entendu le début. J'aurais aimé savoir les différences que vous voyez entre la Cour suprême américaine et le Conseil d'État et constitutionnel dont vous avez parlé. D'accord. Alors, bon, là aussi, c'est essayer de vous répondre en quelques mots simplement sur un sujet qui pourrait appeler de grands développements. Aux États-Unis, vous avez une Cour suprême pour l'ensemble du pays, et pour l'ensemble des sujets. Une seule Cour suprême. Alors qu'en France, nous avons séparation entre les juridictions administratives, dont le Conseil d'État et la Cour suprême, les juridictions judiciaires, dont la Cour de cassation et la Cour suprême, et le Conseil constitutionnel, qui est une Cour constitutionnelle. Donc la Cour suprême, si je voulais vous répondre d'un mot, la Cour suprême américaine, elle réunit dans ses attributions, en réalité, ce qui est exercé en France par trois institutions différentes. Le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Et elle s'est elle-même affirmée comme juridiction constitutionnelle, ce qui n'était pas évident, car la Constitution américaine ne le disait pas expressément. C'est par sa jurisprudence, un peu d'ailleurs
comme le Conseil constitutionnel l'a fait en 1971, en 1803, la Cour suprême des États-Unis décide, au tout début des États-Unis, qu'elle va vérifier la conformité des lois des États-Unis à la Constitution américaine. Donc le cadre juridique est même très différent. D'abord, le droit américain, c'est un système juridique différent du droit européen et du droit français en particulier, et l'organisation judiciaire est même très différente, avec une seule Cour suprême pour l'ensemble des questions. La Cour suprême des États-Unis, qui siège à Washington, étant à la fois la Cour suprême des juridictions fédérales, celles qui dépendent de l'État fédéral, et des juridictions des différents États fédérés. Donc elle avait un pouvoir considérable dans un État aussi grand que les États-Unis, avec les 50 États. Chaque État a sa propre Cour suprême, mais les cours suprêmes des États, des 50 États, sont subordonnés à la Cour suprême des États-Unis. Alors néanmoins, elle a un filtrage très important des affaires, ce qui fait, alors là, elle ressemble au Conseil constitutionnel, elle n'a que 9 juges, la Cour suprême américaine, comme le Conseil constitutionnel français, et elle est saisie d'un petit nombre d'affaires, et surtout, alors ça c'est une différence presque incroyable par rapport au système français, elle choisit librement, dans les affaires qui lui sont soumises, celles qu'elle va examiner. Et les autres, elle a juste un mot, denied. Denied, refusé. L'affaire ne lui paraît pas assez intéressante pour être examinée par elle. En gros, pour vous donner un ordre de grandeur, elle reçoit 7 à 8 000 requêtes chaque année, elle en juge une centaine. Et sur les 7800 qu'elle ne juge pas, si vous allez à la Cour suprême, dans le hall, vous avez des grands panneaux avec des tas de feuilles de papier. C'est la liste des requêtes avec le mot « denied ». Pas plus d'explications. La Cour suprême a estimé que ça avait été bien jugé par les juridictions précédentes, qu'elle n'avait pas à réexaminer. Et elle statue en fait sur une centaine d'affaires chaque année. Voilà, arrivé, oui. Allez-y. Alors, bonjour, je représente le lycée Albert Einstein à Sainte-Geneviève-des-Bois. Je me demandais alors pourquoi, en raison de l'ancienneté, enfin malgré l'ancienneté du Conseil d'État, on a ressenti le besoin de créer quand même la Cour internationale, la Cour institutionnelle. Oui. Alors, effectivement, c'est une bonne question que vous posez. On aurait pu imaginer que, au fond, que le Conseil d'État tout seul fasse, voilà. Alors simplement, nous avions une tradition dans notre pays, mais votre question est vraiment très intéressante, de respect de la loi. Qui est une tradition très, très ancienne dans notre pays, qui vient de l'esprit des Lumières, hein, de la Révolution. J'avais apporté, je ne l'ai pas cité dans l'exposé, mais votre question m'incite à le faire, une phrase de Montesquieu. En France, comme d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe continentale, il y a un grand respect de la loi. Et la philosophie de Montesquieu, de Rousseau, met la loi très haut. L'esprit révolutionnaire met la loi très haut. C'est assez extraordinaire, c'est tellement beau en plus comme langue. Voilà ce qu'écrivait Montesquieu dans l'esprit des lois. Il pourrait arriver que la loi, qui est en même temps clairvoyante et aveugle, vous voyez que la loi pouvait se tromper, la loi qui est en même temps clairvoyante et aveugle serait, en de certains cas, trop rigoureuse. Il y a un peu la proportionnalité derrière. Il voit Montesquieu écrit, de manière beaucoup plus belle que les paroles juridiques d'aujourd'hui, que la loi qui peut être clairvoyante et aveugle peut, dans certains cas, serait, en de certains cas, trop rigoureuse, ne respecterait pas la proportionnalité. Mais il ajoute, mais les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur. Et vous voyez que là, c'est vraiment une philosophie très profonde. La loi peut se tromper, la loi peut être trop rigoureuse, mais les juges de la nation sont la bouche de la loi, des êtres inanimés, c'est pas extrêmement élogieux, qui n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur, donc ils ne peuvent pas la censurer. Ils ne peuvent pas dire, vous, Parlement, vous, législateurs, vous avez méconnu la proportionnalité. Et ça
inspiré très longtemps le droit français. Et pour peut-être mieux éclairer encore, je vais vous compléter par 2 constats. La question s'est posée en France, et ça rejoint la question sur les États-Unis. Pourquoi est-ce que les juges français n'ont pas fait comme la Cour suprême américaine? En 1803, la Cour suprême des États-Unis décide qu'elle va contrôler la conformité des lois à la Constitution. Rien n'empêchait les juges français d'en faire autant. Et à ce moment-là, alors c'est votre question, il n'y aurait pas eu de Conseil constitutionnel, parce que les juges auraient fait le ménage tout seuls. Eh bien, la question s'est vraiment posée 2 fois dans notre histoire, à un siècle d'intervalle. D'abord, au tout début de la monarchie de Juillet, en 1832, devant la Cour de cassation. Et là, vous voyez le contexte historique et politique. Il y a une nouvelle monarchie, plus libérale, plus respectueuse des libertés. Il y a une charte qui proclame des droits et libertés. D'ailleurs, la monarchie de Charles X était un peu tombée pour avoir piétiné les libertés. Et il y a un climat assez favorable. Et donc, il y a des requérants qui vont devant la Cour de cassation, pour dire faites comme les États-Unis. On est en 1832. L'arrêt de la Cour suprême américaine, c'était 1803. Il n'était pas très vieux. Et le débat est posé. Est-ce que la Cour de cassation va faire son arrêt Marbury contre Madison? Eh bien, elle aurait pu répondre oui. Tout était possible, surtout dans ce contexte-là. Elle aurait pu répondre oui. Eh bien, elle dit non. Elle dit non, malgré la monarchie de Juillet, les libertés, etc., parce que la tradition française, c'est encore Montesquieu. Le juge ne peut pas modérer le législateur, et elle refuse. Et alors là, c'est une décision capitale, car effectivement, si la Cour de cassation avait pris la position inverse, je ne serais pas en train de vous parler du Conseil constitutionnel aujourd'hui. Et un siècle presque exactement plus tard, en 1936, la question est de nouveau posée, cette fois devant le Conseil d'État. On est en 1936. Hitler est au pouvoir en Allemagne. On voit bien que les libertés sont menacées et la République peut s'inquiéter. Et de nouveaux débats, est-ce que le Conseil d'État pourrait dire qu'une loi est contraire à la Constitution? Et la question est posée. Le commissaire du gouvernement, comme on disait encore à l'époque, le membre du Conseil d'État qui expose l'affaire, a fait de très belles conclusions en disant qu'il y aurait beaucoup de raisons de franchir ce pas. On voit la menace hitlérienne, les dangers pour les libertés, pour mieux les garantir. Il dit exactement comme vous l'avez dit au Conseil d'État, allez, vous pourriez faire le pas. Première partie. Mais deuxième partie de ses conclusions, il dit non, c'est pas possible. Parce que notre régime républicain est un régime parlementaire et ce serait un coup de force contre l'autorité de la loi. Vous ne pouvez pas le faire. Et c'est presque effrayant quand on voit ça avec le recul aujourd'hui, parce qu'après, il y a eu quand même les lois de Vichy, etc. Qu'est-ce qui se serait passé si le Conseil d'État... Et l'arrêt du Conseil d'État, l'arrêt Harry Guy de 1936, dit qu'en l'état actuel du droit public, il ne ferme pas la porte à tout jamais. En l'état actuel du droit public, il n'est pas possible pour le Conseil d'État de vérifier la conformité des lois aux principes constitutionnels. Et ça montre, vous voyez, l'ancrage très fort dans notre pays, l'ancrage juridique et politique surtout. Le Parlement souverain, la loi souveraine, ne peut pas être contrôlée par le juge. Et si on voulait aller dans cette voie, au fond, la Cour de cassation et le Conseil d'État auraient peut-être pu le faire. Ils ne l'ont pas fait. Pas plus que n'avaient fait les cours suprêmes des pays voisins. En Europe, aucune juridiction n'avait franchi ce pas, il n'y a pas qu'en France. Mais voilà, et d'où le besoin d'aller un peu plus loin et de créer une institution nouvelle, même si au départ, en fait, elle n'avait pas vraiment cette attribution. Elle a plutôt, comme je vous l'ai expliqué, un conquis au fil de l'histoire par sa jurisprudence, et ensuite 2 révisions constitutionnelles qui ont élargi la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. Voilà, je crois. Oui. Alors, il y a une question. Attends. On va faire circuler le micro, mais non, mais vous êtes bien vu, notamment de monsieur qui circule. Voilà. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Pablo Mornay, je suis en classe de terminale au lycée Jean de La Fontaine, et ma question, elle va s'appuyer notamment sur un des exemples que vous avez cités, donc sur le passage en forme de la réforme des retraites et aussi des budgets de la sécurité sociale pour l'année à venir. Est-ce que actuellement, avec le climat politique actuel, est-ce qu'on peut vous estimer que ces 2 institutions sont réellement garantes
de l'état de droit et du soutien populaire, notamment au gouvernement, aux lois, etc. Est-ce que vous pensez que ça répond suffisamment à l'opinion publique, et est-ce qu'il ne faudrait pas de nouvelles institutions? Est-ce que c'est réellement actuel? Est-ce que ça fonctionne dans le climat politique d'aujourd'hui? Oui, oui, alors là, c'est une question très, très, très intéressante. On a bien vu les mains levées. Voilà, il y aura un monsieur puis derrière après. Alors, il y a beaucoup de débats sur ces sujets-là, beaucoup de débats aujourd'hui. Et parfois, d'ailleurs, la question inverse de celle que vous posez est parfois soutenue. Est-ce que les juges n'ont pas trop de pouvoir au détriment de la volonté populaire? Et dans certains pays, notamment les pays tentés par plus d'autoritarisme, de souverainisme. On voit en Pologne en particulier, le gouvernement, ça va peut-être changer dans les semaines qui viennent, mais enfin, le gouvernement, en tout cas d'abord les élections législatives en Pologne, qui plutôt réduisait les pouvoirs des juges en disant les juges empêchent la volonté populaire de s'exprimer, et c'est le peuple qui doit avoir le dernier mot. Je serais envie de vous dire un peu comme la proportionnalité que tout est affaire d'équilibre dans ces questions-là. Il ne faut pas non plus trop attendre des juges, pas tout attendre des juges. C'est important que des juridictions aient des moyens efficaces. Je pense que le référé liberté, la question prioritaire de la constitutionnalité ont été des progrès de l'état de droit qui ont donné des instruments complémentaires. Maintenant, les juges n'ont pas la clé de tous les problèmes. Parfois, les juges doivent savoir s'arrêter. Il y a aussi un équilibre des pouvoirs entre le Parlement, le gouvernement et les juges. Et je crois que tout est affaire un peu de mesure dans ces questions-là, avec parfois, prendre un exemple étranger qui est intéressant, au Royaume-Uni aujourd'hui. Il y a une Cour suprême au Royaume-Uni, assez récente, elle a été créée en 2005. Avant 2005, c'était la Chambre des Lords, qui dans une de ses commissions jouait le rôle de Cour suprême. La Cour suprême des États-Unis, qui a pris le même nom que les États-Unis, Supreme Court, c'est pas le fruit du hasard, elle a tranché au moment du Brexit des questions d'importance gigantesque. Vous l'avez peut-être le suivre à l'époque, vous étiez encore un petit peu jeune, mais là, c'est la Cour suprême britannique qui a dit le référendum sur le Brexit, c'est une chose, mais on ne peut engager le Brexit que si le Parlement de Westminster le décide. Et elle a dit en même temps, le Parlement de Westminster, il y a besoin de son accord, en revanche, le Parlement écossais, il n'y a pas besoin. Tout ça n'était pas évident du tout. Et vous voyez là, une juridiction, et dans les tabloïds britanniques, il y avait des mises en cause de la Cour suprême, même si sa décision a été parfaitement respectée ensuite par le gouvernement et le Parlement britannique. Mais voilà, on est vraiment, je pense, à l'extrême limite de ce qu'un juge peut faire dans le champ du politique. Donc je dirais, il faut que les juges puissent statuer en toute indépendance, en toute impartialité, ça je crois que c'est très important, dans le respect des droits de la défense, avec des procédures contradictoires, des avocats qui peuvent faire valoir les différents points de vue, défendre les gens. Et ça, c'est la garantie des droits et libertés. Il y a aussi le domaine du politique. Et le juge, je dirais par construction, doit savoir s'arrêter avant d'être dans ce qui relève uniquement des autorités politiques. Il doit avoir les moyens, sinon on n'est pas dans une démocratie, de défendre les droits et libertés, mais il ne doit pas non plus se substituer aux autorités politiques. Mais c'est une question tellement intéressante qu'on pourrait y passer beaucoup de temps, mais il y a d'autres questions. Voilà. Alors, il est où le micro, monsieur? Bon. Allez, celle ou celui qui a le micro prend la parole. Ah ben voilà, allez-y. Après, il faudra que le micro revienne un peu par là, parce qu'il y a des... Bonjour, je m'appelle Sahel Adjaoud et je suis élève au lycée Lamartine. La question que je me pose, c'est à partir de quel moment est-ce que le Fédéré Liberté considère qu'il y a une atteinte trop grave aux libertés fondamentales? Oui. Alors, il faut une atteinte grave, pas trop grave, mais une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Alors, il y a beaucoup de questions qui se sont posées, parce que la loi était nouvelle. Il faut d'abord aussi définir ce qu'est une liberté fondamentale. Qu'est-ce qu'est une liberté fondamentale? Le Conseil d'État en a eu une conception assez large de la liberté fondamentale. Et après, effectivement, il y a le degré de gravité de l'atteinte qui
qui est nécessaire pour justifier cette intervention hyper rapide dans les 48 heures. Alors, vous savez, tout est un peu affaire d'espèce. Hein. Le Conseil d'État, aujourd'hui, en référé liberté, rend pas loin d'une centaine de décisions par an, nettement plus dans la période d'état d'urgence sanitaire. Là, on était monté à près de 300 au moment de la crise sanitaire. Chaque cas est un élément d'appréciation, étant entendu que les très grandes libertés, liberté de réunion, liberté de manifestation, liberté de la presse, liberté d'opinion, les libertés vraiment de tout premier rang, là j'allais dire le premier accro au tapis du billard est une atteinte grave. Il y a des libertés peut-être un peu moins essentielles, même si elles peuvent avoir le caractère de liberté fondamentale. Donc tout est à faire un peu de dossiers et d'espèces. Je dirais que globalement, la pratique du référé liberté, c'est pour ça que ça marche bien et donc c'est un grand succès, que c'est une procédure qui est très largement mise en œuvre aujourd'hui. La jurisprudence n'a pas introduit des verrous exagérés pour répondre en quelques mots à vos questions, même si chaque dossier doit être pesé. Et puis il y a beaucoup de cas dans lesquels il n'y a pas d'atteinte à une liberté fondamentale. L'affaire de l'abaya, la décision du Conseil d'État, c'était il y a une liberté fondamentale qui est en cause, mais il n'y a pas d'atteinte à cette liberté fondamentale, en tout cas pas d'atteinte disproportionnée compte tenu des exigences de l'école publique et de la vie en commun à l'école publique. Voilà, alors voilà. Bonjour, je m'appelle Raphaël du lycée Hélène Boucher et je voulais vous demander si vous ne pensez pas que le fait que les 9 membres du Conseil constitutionnel soient nommés par la majorité puisse être remis en question. Que les 9 membres du Conseil constitutionnel qui soient nommés par la majorité puissent être remis en question. Alors, les membres, par la majorité, ils sont nommés 3 par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat. Et ces 3 hauts responsables politiques ne sont pas forcément de la même couleur politique. Quand on est en période de cohabitation, le président de la République et le président de l'Assemblée nationale peuvent être une majorité politique différente. Aujourd'hui, le président du Sénat est élu par une majorité qui n'est pas exactement celle qui soutient le président de la République. Donc il y a un certain pluralisme, c'est les 3 autorités politiques. Non, sur les questions de nomination, ce qui en vérité est moins discuté que ce partage finalement entre des autorités qui ont chacun leur légitimité, hein. La majorité de l'Assemblée, la majorité du Sénat et l'élection présidentielle. Ça, c'est pas tellement discuté. Ce qui est parfois plus mis en question, c'est le caractère très discrétionnaire du pouvoir de nomination et notamment le fait qu'il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères et notamment, il y a pas mal de débats aujourd'hui. Par exemple, pour quelqu'un qui vient du monde politique, est-ce qu'il serait pas justifié de dire qu'on ne peut pas être nommé au Conseil constitutionnel si, mettons, dans les 5 ans qui précèdent, on a été parlementaire ou ministre, des choses comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas demander, comme c'est le cas dans beaucoup de cours constitutionnels, un minimum d'expérience juridique. Voilà, ça c'est bon. Même si en pratique, les autorités de nomination le font avec sagesse et qu'il y a toujours eu de bons équilibres en fait au sein du Conseil constitutionnel, à la fois d'ailleurs entre les courants d'opinion et puis, je dirais, les parcours professionnels des membres du Conseil constitutionnel, les 9 membres qui ont collégialement, qui combinent expérience politique dont le Conseil a aussi besoin et expérience juridique dont il a également besoin. Voilà, alors il y avait des doigts levés par là. Bonjour, je m'appelle William Enclos du lycée Condorcet, je suis là. Et j'aimerais savoir s'il existe des outils pour le pouvoir politique d'outrepasser ou de contourner les décisions du Conseil d'État au Conseil constitutionnel. Merci.
Alors, non. La Constitution elle-même dit que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités politiques et administratives, et le Conseil d'État est une Cour suprême dont les décisions s'imposent. Et ça, c'est le propre, alors vraiment, d'un État de droit, de respecter les décisions de justice. Et si les pays dans lesquels on voit des décisions qui ne sont pas exécutées ou pas prises au sérieux peuvent pas être, sont pas des pays démocratiques, ne sont pas des États de droit. Le respect des décisions des cours suprêmes, c'est vraiment la marque d'un État de droit, et fort heureusement dans notre pays, on voit bien, il arrive assez fréquemment que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel prenne une décision qui n'est pas celle qu'attendait le gouvernement. La formule en général utilisée, c'est le gouvernement, le ministre prend acte de cette décision et la respecte. Et la respecte. Pour une décision du Conseil constitutionnel de non-conformité à la Constitution, en réalité, la seule voie de recours, c'est de modifier la Constitution. Si une décision du Conseil constitutionnel qui fait apparaître un obstacle constitutionnel paraît insupportable, il est toujours possible de réviser la Constitution, pour faire sauter l'obstacle constitutionnel. Et ça, pour de bonnes raisons. On en a quelques exemples. Par exemple, le Conseil constitutionnel, au moment où on souhaitait, à juste titre, davantage de parité homme-femme dans les élections politiques, avait censuré une loi qui obligeait à des règles de représentation équilibrée hommes-femmes pour les listes de candidats aux élections municipales. En disant c'est contraire à l'égalité, et on ne peut pas imposer des quotas de sexe hommes-femmes. Eh bien, pour lever cet obstacle, la Constitution a été révisée, et elle dit aujourd'hui que la loi favorise l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça se limitait aux élections politiques et aux fonctions publiques, et comme le Conseil constitutionnel l'avait constaté et avait interdit de prendre des mesures comparables dans les entreprises privées, la Constitution a été modifiée une deuxième fois pour dire que ça s'appliquait non seulement aux mandats électoraux et aux fonctions publiques, mais également à l'ensemble des emplois. Et on peut avoir donc des règles de discrimination positive, disons, favorisant la parité, aujourd'hui aussi bien dans le droit du travail que dans le droit de la fonction publique. Mais il a fallu, là, il y a eu 2 obstacles constitutionnels qui ont été levés par une révision de la Constitution qui est parfaitement démocratique. Mais sinon, à droit constant, les décisions du Conseil constitutionnel, comme celles du Conseil d'État, doivent être appliquées et sont appliquées. Allez-y, alors je ne sais pas qui gère la circulation des micros, mais je vois qu'ils circulent, ce qui est une bonne chose. Valentin Elporte du lycée Saint-Louis de Gonzague-Franklin. Le fait que le Conseil d'État soit à la fois conseiller du gouvernement et plus haute juridiction administrative pourrait-il amener à une sorte de conflit d'intérêts où le Conseil d'État serait à la fois juge et partie ? Oui, alors c'est une question très intéressante qui a d'ailleurs beaucoup animé les débats juridiques il y a quelques années. Est-ce qu'une même institution peut être à la fois conseil du gouvernement, parfois même aujourd'hui conseil du Parlement, et juge suprême ? Et certains mettaient en cause cette dualité de fonction du Conseil d'État, notamment au regard des principes d'impartialité issus du droit européen. Alors, il a fallu faire quelques évolutions pour mieux séparer les 2 fonctions. L'institution a les 2 fonctions, mais un membre du Conseil d'État ne peut pas intervenir aux 2 titres de conseiller et de juge sur les mêmes questions. Et donc, il y a une certaine forme de séparation fonctionnelle. Un membre du Conseil d'État peut travailler dans les formations consultatives comme dans les formations juridictionnelles, mais il ne peut pas traiter des mêmes dossiers. Et en outre, le Conseil d'État a renforcé ces règles d'organisation interne pour séparer un peu plus nettement les fonctions consultatives et les fonctions juridictionnelles, parce que le débat s'était posé devant la Cour européenne des droits de l'homme, d'abord à propos du Conseil d'État du Luxembourg,
qui fonctionnaient selon les mêmes règles, et le Luxembourg est un petit pays par la taille, et au Conseil d'État du Luxembourg, le nombre de membres était trop petit pour pouvoir faire en sorte que les mêmes dossiers ne soient pas examinés par les mêmes personnes comme conseillers et comme juges. Et d'ailleurs, le Luxembourg a fait le choix de séparer sa Cour administrative suprême d'un côté et son Conseil d'État purement consultatif de l'autre. Mais le Conseil d'État français est loin d'être le seul en Europe. Il y a un Conseil d'État qui a les deux fonctions aux Pays-Bas, en Italie, en Grèce. Donc on retrouve des pays qui ont, comme nous, un Conseil d'État qui a les deux fonctions. Et la jurisprudence européenne a bien précisé que les deux fonctions, c'était possible, mais que des précautions devaient être prises. Des précautions devaient être prises, et des réformes ont été faites en 2009 au Conseil d'État, 2008 et 2009, pour mieux séparer les deux fonctions. Et la Cour européenne des droits de l'homme, répondant à la question que vous avez posée, a dit que les règles issues de ces réformes répondaient aux exigences d'impartialité dès lors qu'une séparation suffisante était organisée et que la même personne n'intervenait pas sur le même dossier aux deux titres de conseiller et de juge. Bonjour, je m'appelle Dara, je suis en terminale au lycée Racine, et ma question c'est est-ce que le droit européen a une influence directe sur les décisions du Conseil constitutionnel, et si oui, de quelle façon? Merci. Alors oui, une différence directe, sans aucun doute. Sans aucun doute, voilà, on n'a pas un temps illimité, donc je ne peux pas entrer dans toutes les constructions juridiques, mais je vous l'ai dit en quelques mots, la place singulière du droit européen, qu'il s'agisse d'ailleurs du droit de l'Union européenne ou du droit de la Convention européenne des droits de l'homme, a été parfaitement prise en compte par le Conseil constitutionnel, avec cette autorité particulière du droit européen, l'ancrage constitutionnel du droit de l'Union européenne. Donc la place particulière du droit européen est prise en compte. Et puis alors peut-être plus encore, le Conseil constitutionnel est très à l'écoute des jurisprudences des deux cours européennes, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de Luxembourg, et la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg. Et d'ailleurs, plus largement, dans l'Europe d'aujourd'hui, l'ensemble des cours constitutionnelles, des cours suprêmes des différents États et les deux cours européennes de Strasbourg et de Luxembourg sont, je dirais, travaillent vraiment en réseau et s'écoutent considérablement. Et on pourrait trouver beaucoup d'exemples où des jurisprudences nationales ont influencé les cours européennes et où, réciproquement, des jurisprudences de l'une ou l'autre des cours européennes a des conséquences tout à fait directes sur les jurisprudences des cours constitutionnelles et des cours suprêmes nationales. Il y a vraiment dans l'espace européen aujourd'hui un dialogue constant entre les cours suprêmes, les cours constitutionnelles et les deux cours européennes. Bonjour, je m'appelle Ryan, je viens du lycée Blanqui, et j'avais une question. Pourquoi avoir mis 300 membres au Conseil d'État contre seulement 9 au Conseil constitutionnel ? Voilà, je vous l'ai un petit peu dit, parce que la charge de travail est très différente. La charge de travail est très différente. Elle s'est accrue depuis la QPC au Conseil constitutionnel, mais elle reste quand même une charge supportable pour que les 9 membres du Conseil constitutionnel peuvent mener à terme un peu plus autour de 150 décisions par an. La taille est tout à fait différente pour le Conseil d'État. C'est pas 150, c'est 10 000 affaires qui sont jugées chaque année. Et c'est plus d'1 millier d'avis qui sont donnés au gouvernement. Et 300 membres du Conseil d'État, c'est vrai. Je vous ai dit également qu'un tiers d'entre eux est à l'extérieur. Donc sur place, il y a 200 membres du Conseil d'État qui travaillent effectivement. Et c'est une force de travail qui est adaptée, mais garantit que la charge de travail de chacun des 200, et pour venir à bout des 10 000 affaires à juger et des 1000 avis à donner au gouvernement, est une charge tout à fait conséquente. Donc j'avais évoqué ça au début de mon propos en soulignant les différences entre les deux institutions. Et au début, le Conseil constitutionnel, c'était un travail à temps tout à fait partiel. Avant
notamment la révision de 74 qui a ouvert la saisine à 70 députés aux sénateurs, le Conseil constitutionnel rendait moins de 10 décisions par an. Et donc là, les 9 membres du Conseil constitutionnel, ils n'étaient pas occupés à plein temps. Après, la charge a augmenté. Aujourd'hui, elle est assez importante. Alors, ils ont quand même quelques collaborateurs qui les aident, hein, un service juridique qui prépare les dossiers. Elle a augmenté, mais elle reste quand même sur un nombre limité. Et c'est pour ça que dans les différences, il y a la taille. La taille n'est vraiment pas la même entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Bonjour, du coup moi je m'appelle Larissa et je viens du lycée Pauline Roland et ma question c'est en quoi le rôle du Conseil constitutionnel diffère-t-il de celui du Conseil d'État dans la protection des droits fondamentaux des citoyens français et comment ces deux institutions contribuent-elles à assurer l'équilibre des pouvoirs dans le cadre de la Constitution française? Merci. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer. Alors, en quoi sont-ils complémentaires? Vous voyez, il faut bien voir que le Conseil constitutionnel, il intervient pour l'essentiel au regard de la loi. Il vérifie si la loi, telle qu'elle a été votée par le Parlement et éventuellement publiée au travers ensuite d'une QPC, est-ce que cette loi respecte les exigences constitutionnelles? Le Conseil d'État, il regarde les projets de loi dans son rôle d'avis avant le débat au Parlement, mais donc il ne voit pas la loi finie. Seul le Conseil constitutionnel juge la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement, et lui, il intervient pour l'essentiel sur les actes du gouvernement, les décisions du Premier ministre, des ministres, et puis souvent, après des recours exercés d'abord devant les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel, les décisions prises par les autorités locales, les maires, les préfets en particulier. Donc le Conseil d'État contrôle, je dirais, l'administration et l'exécutif, le Conseil constitutionnel, les lois votées par le Parlement. Donc, vous voyez, le champ est différent, mais les principes supérieurs à respecter sont les mêmes. Et heureusement qu'il y a une grande cohérence de jurisprudence, qu'il n'y a pas des principes constitutionnels du côté du Conseil constitutionnel et d'autres principes du côté du Conseil d'État. Il y a une très grande cohérence de jurisprudence dans la manière d'interpréter la Constitution. Bonjour. Je m'appelle Noah, je viens du lycée Auguste Blanqui. Je voulais savoir, vous nous avez dit que le droit européen est supérieur tant qu'il ne remet pas en cause les lois nationales. Mais certains politiciens se plaignent, par exemple, sur la question de l'immigration, que ces mêmes lois européennes remettent en cause les lois nationales. Alors, je veux savoir, selon vous, c'est réel ou pas? Voilà. Alors, merci à cette question. Il me permet d'avoir une opinion. Je n'ai pas du tout dit qu'il ne remet pas en cause les lois nationales. Le contraire a bien dit que le droit européen et au-delà même du droit européen, les traités internationaux sont supérieurs aux lois nationales. La limite, qui a été posée par le Conseil constitutionnel, c'est de ne pas toucher à l'identité constitutionnelle de la France. L'identité constitutionnelle, il y a un noyau dur. Alors, votre question me conduit peut-être à une précision. Ce noyau dur, il n'est pas très bien défini. Qu'est-ce que c'est que l'identité constitutionnelle, qui d'ailleurs, c'est intéressant à noter, une notion qui est également utilisée par la Cour de Karlsruhe en Allemagne et par la Cour constitutionnelle italienne en Italie. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de joker constitutionnel qui peut sortir pour dire là, stop au droit européen, parce qu'on touche à l'identité constitutionnelle de la France. Alors au jour d'aujourd'hui, il y a un seul cas dans lequel le Conseil constitutionnel a explicité, enfin, a montré ce qui touchait à l'identité constitutionnelle de la France, pour juger d'ailleurs dans l'affaire en cause qu'il n'y avait pas d'atteinte à cette identité, mais il a jugé que toucher à l'identité constitutionnelle, et donc ne pouvait pas être, le cas échéant, atteint par le droit européen, le fait que les pouvoirs de police qui s'exercent à l'égard des citoyens pour leur faire respecter les règles d'ordre public, que les pouvoirs de police doivent être exercés par des autorités publiques et ne peuvent en aucun cas être délégués à des personnes privées. Et le Conseil constitutionnel nous a dit ça, l'exercice par l'autorité publique des pouvoirs de police, ça touche à l'identité constitutionnelle de la France, mais il a estimé que le texte de droit européen qui était en cause, qui concernait la manière de traiter les passagers clandestins à bord des avions, n'était pas contraire à cette règle
est un élément de l'identité constitutionnelle, car certes, les agents des compagnies aériennes, qui sont bien des agents privés, peuvent vérifier les passagers, mais les mesures coercitives ne peuvent être prises que par la police. Et donc le Conseil a dit, là on est en présence d'une règle qui concerne l'identité constitutionnelle de la France. Des mesures de police ne peuvent être mises en œuvre que par des autorités publiques, ne peuvent pas être conférées à des entreprises privées, mais le règlement européen sur le transport aérien qui permet des vérifications en réalité par les compagnies aériennes, mais ne leur permet pas de se saisir d'un passager, de l'emmener au poste, etc. Ça, il n'y a que la police qui peut faire ça. Donc, on respecte bien l'identité constitutionnelle. Alors, il y a sûrement d'autres éléments de l'identité constitutionnelle. On peut penser que certaines conceptions de la laïcité fait partie de notre identité constitutionnelle, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été dit expressément. Donc le Conseil a dit le droit européen prime, sa seule limite, c'est de ne pas toucher à l'identité constitutionnelle. Et il n'a donné jusqu'à maintenant, mais ce qui est intéressant avec le droit, c'est que la loi se construit jour après jour. Il a donné un seul exemple, je dirais, concret de ce qu'est l'identité constitutionnelle en disant les pouvoirs de police ne peuvent être exercés que par des autorités publiques. Voilà, alors je me remets un peu aux autorités qui font circuler les micros. Hein. Ce sont des autorités publiques. Ouais. Encore 2 questions ? 2 ou 3. Bon, oui, faites patienter, monsieur le recteur. Ça là. Allez-y. Bonjour, je suis Alice Vasseur du lycée Saint-Pierre-Fourier et j'aimerais poser une question un peu plus historique qui est comment le Conseil d'État s'adapte au changement de régime. Je pense notamment, par exemple, à la fin du consulat au régime monarchique ou durant le régime de Vichy. Alors, j'ai dit effectivement rapidement que le Conseil d'État a traversé l'histoire constitutionnelle avec les premières pierres sous Philippe le Bel et puis tous les régimes politiques, incontestablement. Alors, le Conseil d'État, il a une assez grande capacité d'adaptation. Et je crois que s'il réussit à avoir cette permanence constitutionnelle, c'est parce qu'il a évolué. Le Conseil d'État d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait celui de Bonaparte ou de Napoléon III. Même si il y a tout de même, je pense, des valeurs essentielles, la croyance, une certaine autorité de l'État, aussi la défense des droits des citoyens, l'équilibre entre les uns et les autres, qui a traversé l'histoire. Alors bien sûr, il y a eu des crises. Et il y a eu des mouvements. Mais c'est intéressant, lorsque Bonaparte donne au Conseil d'État pour sa forme moderne et définitive avec la Constitution de l'an 8. Mais dès l'an 8, dans les nouveaux membres qui sont nommés au Conseil d'État, il y a toutes les opinions politiques. Et ça, le premier consul est très attentif. Il y a des gens qui sont des rescapés du Conseil du Roi, qui étaient conseillers d'État sous Louis XVI, qui reviennent au Conseil d'État de l'an 8. Mais il y a aussi des Jacobins mais extrêmement engagés, et il y a des modérés. Il y a toutes les opinions politiques et il y a un peu tous les profils. Il y a des administrateurs, il y a des généraux, il y a des savants, voilà. Et donc une très grande diversité. Alors après, il y a eu des crises et vous avez raison ça je vais en dire un mot puisque vous m'y incitez. J'avais envisagé de le faire, mais le temps était trop contraint. Il y a effectivement Vichy. Pour le Conseil d'État, comme pour toute l'administration française, les années du gouvernement de Vichy sont des années tragiques pour notre pays, très sombres pour notre administration, très sombres pour le Conseil d'État. Qu'est-ce qu'on peut dire à cet égard ? D'abord, on était à une époque où il n'y avait aucun contrôle des lois. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et donc le gouvernement de Vichy, qui avait sa propre légalité, et les lois de Vichy ne pouvaient pas, à l'époque, être contrôlées par le Conseil d'État. Dès le départ, il y a eu des mesures qui ont exclu du Conseil d'État
d'abord, comme de toute la fonction publique, les juifs et les francs-maçons. Donc des mesures d'exclusion extrêmement fortes qui ont été prises, ça dès 1940, par l'État français. Puis après, il y a eu des nominations au Conseil d'État. Le gouvernement de Vichy a pu nommer des membres du Conseil d'État. Et indépendamment des mesures d'exclusion, il y a des membres du Conseil d'État qui sont entrés dans la résistance, entrés dans la clandestinité, et qui vont d'ailleurs, pour certains, réapparaître brillamment à la Révolution. Se rappeler que Michel Debré, Pierre Larocque, le fondateur de la Sécurité sociale, Alexandre Parodi, l'organisateur de la libération de Paris, étaient des membres du Conseil d'État qui étaient entrés dans la clandestinité et qui ont joué un rôle très, très important auprès du général de Gaulle pendant la guerre et au moment de la libération. Et à la libération, la question que vous posez, c'est vraiment posée. Il y a eu quand même Vichy, les lois de Vichy, Conseil d'État, avec toutes les réserves que je viens d'exprimer, mais n'avait pas pu empêcher cela. Et il n'était pas absolument évident que la République mise en place ou remise en place après Vichy conserve le Conseil d'État. Et la question s'est vraiment posée. Et la réponse, elle a été donnée très vite par le général de Gaulle, avec un acte extrêmement symbolique. Un des premiers à avoir rejoint le général de Gaulle à Londres était le professeur de droit René Cassin. Et René Cassin a été le conseiller juridique du général de Gaulle pendant toute la guerre. Il était presque à lui tout seul le Conseil d'État du général de Gaulle. Le Conseil d'État est présidé par un vice-président, titre qui est un peu curieux parce que le chef du gouvernement a une présidence honorifique du Conseil d'État, donc le vrai président, c'est le vice-président du Conseil d'État. Eh bien, nous sommes à Noël, un peu avant Noël 1944. La France, le débarquement a eu lieu, Paris est libéré, mais la guerre n'est pas terminée. Le vice-président du Conseil d'État, qui avait, sans lui-même participé à la collaboration, mais présidé le Conseil d'État sous Vichy, est mis à la retraite d'office, et le général de Gaulle nomme René Cassin vice-président du Conseil d'État. Il ne pouvait pas y avoir plus grand symbole de la volonté du général de Gaulle de garder le Conseil d'État. Et en plus, René Cassin était très connu pour son action en faveur des droits de l'homme. Vous savez que plus tard, il a eu le prix Nobel de la paix. Il était président de la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, et la nomination fin 1944 de René Cassin comme vice-président du Conseil d'État, là, manifeste vraiment la volonté du général de Gaulle. Et alors après, dans la jurisprudence récente, parce que les questions sont très importantes et très intéressantes, le Conseil d'État a eu l'occasion de rendre deux décisions extrêmement marquantes sur, je dirais, Vichy et le droit français. La première, sur l'aspect indemnitaire du procès de Maurice Papon. Après la condamnation de Maurice Papon par la Cour d'assises de la Gironde, il a été condamné à verser des indemnités et il a demandé à être garanti par l'État. En soutenant qu'il avait agi comme sous-préfet et donc au nom de l'État de l'époque. Et le Conseil d'État a jugé qu'il fallait partager les indemnités, qu'il y avait à la fois une faute personnelle de M. Papon pour les agissements au-delà des contraintes de l'ennemi qu'il avait personnellement commis, mais que la moitié des indemnités devait être mise à la charge de l'État d'aujourd'hui, de la République d'aujourd'hui, parce qu'il est vrai aussi qu'il était un fonctionnaire qui agissait dans un cadre de l'État. Et puis, alors, de manière moins lourde, mais très significative, il y a eu une affaire assez extraordinaire concernant les archives, les papiers du général de Gaulle, qui ont été dispersés à Londres quand le général de Gaulle a quitté Londres pour Alger. Vous imaginez bien qu'il n'est pas parti avec des camions d'archives. Et donc, il y a des papiers qui sont un peu dispersés, y compris des notes manuscrites du général de Gaulle, et qui commençaient à faire l'objet d'un commerce. La République française a soutenu que ces papiers lui appartenaient comme archives d'État, car ce que faisait le général de Gaulle à Londres, c'était l'État, c'était la France. Il y a eu toute une sorte de procès, c'est allé jusque devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État a jugé effectivement que les papiers du général de Gaulle à Londres étaient des papiers de l'État français, car si il y avait, en fait, il y avait un pays et deux États.
Il y avait l'État de Vichy, qui avait sa réalité, et qui explique qu'aujourd'hui, la République française puisse être comptable de dettes de l'État de Vichy. Mais il y avait aussi ce général, parti tout seul à Londres, avec au départ juste quelques personnes, qui incarnait la légitimité française. Et donc le Conseil d'État a jugé qu'effectivement, tous les papiers du général de Gaulle étaient des archives publiques appartenant à l'État, qui sont inaliénables et par conséquent fait rapatrier, c'est aujourd'hui là aussi une décision qui a été parfaitement exécutée, tout ça a été rapatrié aux archives nationales et tous ceux qui prétendaient faire du commerce sur ces documents en ont été pour leurs frais. Voilà quelques conclusions historiques, juridiques de grands débats historiques. Bon, écoutez, c'est la toute dernière question, mes chers amis, parce qu'on pourrait y passer la soirée, je crois. Oui. Du coup, je m'appelle Marie-Lou, je suis en terminale à Hélène Boucher. Vous parlez de Constitution. Est-ce que vous pensez qu'il serait utile d'inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG ? Alors, comme vous le savez, c'est une question qui s'est posée depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis, puisque alors que la Cour suprême des États-Unis avait jugé en 1973 que le droit à l'IVG était un droit protégé par la Constitution fédérale et qu'elle a maintenu cette jurisprudence pendant un demi-siècle, la Cour suprême des États-Unis, en 2022, a renversé cette jurisprudence, non pas pour refuser le droit à l'IVG, mais pour dire que ce n'était plus un droit garanti par la Constitution américaine et que les différents États fédérés pouvaient par conséquent légiférer comme ils l'entendent en la matière. Alors ça a conduit en France à un mouvement donc, de dire pour éviter voilà, tout risque de cette nature, inscrivons l'IVG dans la Constitution. Et il y a un projet de révision constitutionnelle qui circule actuellement entre les deux chambres du Parlement. Et il n'est pas impossible que ce projet soit voté. Alors, vous savez que réviser la Constitution suppose l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat sur le même texte, et ensuite une adoption par l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès ensemble, à la majorité des 3/5. Donc c'est assez lourd, surtout dans les périodes de majorité relative comme aujourd'hui. Mais le Sénat a voté un texte qui est différent de celui qu'avait adopté l'Assemblée nationale, donc la circulation entre les deux assemblées, la navette comme on dit, se poursuit, mais un texte qui est probablement acceptable par une majorité de députés de l'Assemblée nationale. Donc il est possible, et le président de la République a dit que lui-même était favorable à l'aboutissement de ce processus constitutionnel. Donc il n'est pas certain, mais il n'est pas impossible que cela se produise. Et je dirais que je ne considère pas ça comme une nécessité gigantesque dans notre pays, parce qu'il n'y a pas de vrai péril sur le droit à l'IVG en France. Mais enfin, il n'est pas non plus anormal que de tels droits soient inscrits. L'abolition de la peine de mort, d'abord prononcée par la loi, a été inscrite ensuite dans la Constitution, à l'initiative du président Chirac. Donc la loi a aboli la peine de mort en 1982. La Constitution interdit le rétablissement de la peine de mort. Donc dans cette logique-là, il est tout à fait... un droit comme le droit à l'IVG peut être inscrit dans la Constitution. Et il faudra suivre, vous pourrez suivre, comme moi, la suite des débats parlementaires entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut d'abord qu'ils se mettent d'accord sur un même texte et qu'ensuite ce texte soit adopté par l'ensemble des députés et sénateurs à la majorité des 3/5. Mais c'est, je dirais, dans les 18 mois qui viennent, peut-être nous aurons ce petit complément à la Constitution. Bien, écoutez, merci beaucoup pour la qualité de vos questions et la qualité des réponses. Nous invitons Monsieur le recteur. Merci, monsieur le recteur, d'avoir patienté. Merci à vous, Monsieur le secrétaire perpétuel. Ce n'est pas facile de parler après vous, ce n'est pas facile de parler en dernier devant vous, chers élèves, parce que j'imagine que vous avez des transports à prendre. Je voulais d'abord vous remercier, Monsieur le secrétaire perpétuel, de ces exposés. Je n'ai pas pu, malheureusement, pour des raisons de contingence, il y a une sorte d'actualité très chargée en ce moment, être au début, mais j'ai bien compris l'adhésion qu'il y avait eu et surtout les questions qui ont été très nombreuses et très nourries, preuve de vos qualités de pédagogue que l'on connaît. Je ne veux pas être très très long, je veux quand même d'abord vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir
dans ce très beau grand amphithéâtre de la Sorbonne. Je pense que vous ne le connaissiez pas. C'est un haut lieu de la République. Il est entouré des figures les plus éminentes de la littérature, de la philosophie, des mathématiques, bref, de ce qui nous constitue, nous, nos sociétés démocratiques, sociétés occidentales, la France des Lumières. Et je pense que c'est très important de le rappeler, particulièrement en ce moment où nous sommes... nous, l'éducation nationale, mais au-delà, les grandes démocraties très lourdement attaquées pour ce que nous sommes, ne nous y trompons pas, c'est-à-dire des pays qui mettent la liberté individuelle au-dessus de tout. On tient à vous accueillir dans ce... Alors ça fait plusieurs années, ça fait depuis 2020 que nous avons un très beau partenariat avec l'Académie des sciences morales et politiques qui a permis à des milliers et des milliers de lycéens franciliens de venir ici et d'écouter ce qui nous semble particulièrement intéressant. Et vous avez vu la limpidité du propos sur des questions éminemment complexes de Bernstein. Ça vous permet de voir, d'entendre des gens qui ont passé leur vie sur des questions tout à fait fondamentales et de les mettre à votre portée, souvent en relation avec le programme. Et nous avons abordé des sujets très très variés, neurosciences, géographie, histoire, droit bien entendu. C'est donc un grand honneur, Monsieur le secrétaire perpétuel, de vous avoir accueilli aujourd'hui. D'abord parce que je tiens à le rappeler devant cet auditoire, vous avez d'abord été un très grand serviteur de l'État. Vous avez été passionné par la chose publique, vous avez passé plus de 40 ans au sein du Conseil d'État. Autant d'années, vous avez œuvré au quotidien pour la défense des libertés, de nos libertés. Votre cursus honorum est en tout point exemplaire, diplômé de Sciences Po, licencié en droit, École nationale d'administration, promotion Guernica, et le choix du Conseil d'État, puisque vous êtes sorti, comme on dit, dans la botte, et donc vous avez choisi l'un des 3 grands corps, il n'en reste plus que 2, et le Conseil d'État, parce que je crois que ça vous paraissait naturel, plus porté vers l'administration générale des choses que vers les questions économiques ou financières. Et vous ne l'avez plus quitté, vous avez toutefois une fois fait un entorse en étant directeur de cabinet de la ministre à la Recherche, Roger Schwarzenberg, entre 83 et 84. Mais je crois que d'abord ce qu'on a retenu et ce que vous avez pu percevoir, chers élèves, mesdames et messieurs, c'est vos grandes qualités de pédagogue, votre goût marqué pour la transmission auprès des jeunes générations. Ce n'est pas pour rien que depuis 1976, vous avez enseigné à Sciences Po les libertés publiques. Et puis en 2019, vous avez été élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Comme vous ne faites rien à moitié, en 2022, vous avez été élu secrétaire perpétuel à la suite de Jean-Robert Pitt, que je salue et qui a été à l'initiative de ces cycles. Donc c'est en cette qualité que vous êtes intervenu aujourd'hui. Et je crois tout à fait nécessaire de rappeler, comme vous l'avez fait, c'est un peu un contretemps, puisque je devais normalement introduire, le droit vous protège, nous protège. Et si on interdit de manifester, si une loi anticonstitutionnelle vous porte atteinte, il y a toujours un juge qui peut agir. Et je pense que c'est cela d'abord que nous devons collectivement défendre au quotidien, même si parfois on n'est pas content d'une décision de justice. C'est ce qui fait notre force, ne l'oublions pas. En ces temps particulièrement difficiles, le droit nous rappelle à la défense de la République, et c'est sur vous que nous comptons pour perpétuer. Nous sommes déjà finissants dans nos carrières, on va bientôt porter le flambeau vers les nouvelles générations, et vos professeurs, nous-mêmes, sommes très attentifs à ce que cet héritage extraordinaire qu'on ne mesure peut-être pas, vous rappeliez Vichy, j'écoutais un podcast sur Léon Blum ces derniers temps, on ne mesure pas suffisamment la fragilité d'une démocratie. On croit que c'est acquis. On croit que c'est acquis parce que c'est quotidien, tout est facile, on peut se quereller facilement, on peut s'admonester, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Et puis tout d'un coup, on ne peut plus. On risque même sa vie.
Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Alors, c'est pas parce qu'on a des droits qu'on ne doit pas avoir des devoirs, et c'est précisément souvent parce qu'on défend ses droits qu'on doit être exigeant aussi sur les devoirs en revers. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le mesurer, et les périodes très difficiles que nous traversons doivent être vraiment nous rappeler que sans droit, il est impossible de faire société, et que sans droit, il serait impossible de porter des combats justes sans le recours à la violence. Donc, Monsieur le secrétaire perpétuel, vous avez abordé un sujet complexe quand même, il faut bien le dire, mais avec beaucoup de limpidité, et vous avez ainsi pu mesurer combien il est important de protéger nos libertés. J'espère, mesdames et messieurs, jeunes gens, jeunes filles, comme on disait autrefois, j'espère que vous garderez longtemps le souvenir de votre conférence et de vos échanges dans un monde de plus en plus numérique. Ces rencontres dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne visent à cultiver votre curiosité, le plaisir de l'échange et nos valeurs humanistes. Ces trois missions qui sont chères au rectorat de l'Académie de Paris. Peut-être même que certains d'entre vous auront l'idée de poursuivre leur étude du droit. Peut-être que certains rejoindront un jour le Conseil d'État, et peut-être un jour plus lointain, même le Conseil constitutionnel ou la Cour de cassation. Donc, pour ne pas être plus long, et en conclusion, je souhaite vraiment vous remercier, Monsieur le secrétaire perpétuel, de nous avoir fait l'honneur de votre présence en cet après-midi. Je le mesure. En tant que recteur, je souhaite bien sûr que chaque jeune quitte les bancs de l'école avec un bagage qui lui permette non pas de se fondre dans des opinions communes, mais de se forger son propre point de vue sur le monde qui l'entoure. Je suis donc très heureux, à titre personnel, que vous ayez pu exposer vos connaissances sur nos institutions. C'est là une condition indispensable pour devenir un citoyen éclairé. Et à bientôt pour de prochaines conférences. Merci beaucoup.